Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui revient sur nos œuvres préférées. Où se situe le bien, où se situe le mal? Pour l'épisode du jour, nous allons nous pencher sur cette somptueuse œuvre qui est Monster. Cette œuvre de Naoki Urasawa a été publiée en volume de 1995 à 2002 et compte 18 tomes en version normale et 9 en version deluxe. Elle possède aussi une version animée de 74 épisodes retraçant l'entièreté du manga. Petit résumé de l'œuvre. L'histoire débute en Allemagne en 1986 à l'hôpital de Düsseldorf. On suit alors le personnage de Kenzo Tenma, jeune chirurgien japonais aux compétences hors normes. Il est fiancé à Eva Einheim, la fille du directeur de l'hôpital, et est destiné à une brillante carrière. Suite à une précédente opération où il a opéré un patient plus renommé qu'un patient lambda qui finira par succomber, il décide d'avoir pour credo que chaque vie compte et qu'il opérera pour sauver chaque vie, quel que soit le statut social. Un jour, il refuse de donner en priorité des soins au maire de la ville et préfère opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête, arrivé à l'hôpital avant le maire. La sœur jumelle du garçon, très choquée également, et elle hospitalisée, leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés sauvagement chez eux. Le garçon s'en sort, mais le maire, confié à un autre chirurgien, décède. Le docteur Tenma est alors rétrogradé par le directeur de l'hôpital et sa fiancée le quitte. Peu de temps après, le garçon et sa sœur disparaissent à la suite des meurtres mystérieux de 3 hauts responsables de l'établissement, dont le directeur. On fait alors un bond 9 ans plus tard. Tenma découvre l'auteur de ces meurtres. Johan, ce garçon de 10 ans qu'il avait sauvé, semble être devenu un monstre, semant la terreur autour de lui. Les soupçons sont tournés évidemment vers Tenma, qui avait obtenu le poste de chef de service de chirurgie à la suite du décès de ses collègues. Tenma part alors à la recherche de Johan afin de le tuer, reniant ainsi avec son principe de sauver toute vie. Évidemment, pour discuter de cela, nous serons à nouveau accompagnés de ce bon vieux Lucas, qui m'a encore conseillé cette nouvelle et magnifique œuvre. Première question, comme d'habitude, comment tu as découvert cette œuvre ? Alors moi c'est assez rigolo, j'ai commencé par acheter les 20th Century Boy donc d'occasion par hasard parce qu'ils m'intriguaient, ils avaient des jolies couvertures, c'était les tomes simples à l'époque. Et ensuite j'ai découvert Urasawa et toutes ses œuvres et donc je suis tombé tout de suite amoureux de son style quoi, d'écriture. Donc après j'ai enchaîné avec Monster, Billy Bat et toutes les œuvres d'Urasawa et toutes les autres. Du coup, en vrai, Monster, c'est vraiment son premier thriller à Urasawa et c'est le plus abordable. C'est très bien pour commencer. Moi, je vais pas commencer par là, mais en vrai, c'est celui que je conseillerais de l'auteur pour commencer en tout cas. De mon côté, alors du coup, ça vient encore de Lucas, évidemment, parce qu'il m'a dit d'aller lire des mangas d'adultes, cet enfoiré. Et en fait, il faut savoir que je lisais Aishil 21, j'étais en train de me refaire tout à Aishil 21. Et en parallèle, du coup, je me suis dit, je voulais faire une nouvelle œuvre. Il les avait déjà, en fait, il avait la collection des Perfect Editions, du coup. Je sais pas si c'est Perfect. Ouais, c'est ça, c'est les Deluxe qui sont sortis après, parce qu'avant, ils étaient en 18 tomes simples, mais ils étaient très très chers. Enfin, certains tomes étaient déjà plus disponibles. La Perfect est sortie il y a un petit moment maintenant, mais Kana, ils sont assez forts là-dessus, c'est qu'ils rééditent toujours leur manga, donc c'est rarement en rupture, quoi. Ouais, voilà. En gros, au global, et en fait, je les ai enchaînés après le voyage sur tout le Canada. Et là, je les avais surtout enchaînés en revenant. Donc, très 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 belle œuvre sur laquelle on va revenir tout de suite maintenant. Donc on va revenir un peu sur plusieurs éléments du manga, plutôt chronologiquement dans l'ordre du manga, dans l'ordre de l'œuvre plutôt. Et notamment, pour cette première partie, on va parler notamment de Tenma et son premier dilemme moral. Donc pour rappel, après avoir fait l'exposition, Tenma est dans un superbe hôpital, un très 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 bon neurochirurgien, est très bien placé, et il va avoir un premier dilemme dans le sens où on est face au fait que quelques jours auparavant, il sauve du coup un chanteur d'opéra et pas du coup un homme random
comme ça, mais qui était prioritaire parce qu'en fait il arrivait en premier à l'hôpital et déjà à ce moment-là il se fait le constat de chaque vie à comment on peut dire ça, le même niveau, enfin il n'y a pas de prix à la vie et qu'il préfère sauver et avoir vraiment respecter son serment d'Hippocrate quoi qu'il arrive et que chaque vie compte. Donc il y a déjà un premier dilemme qui va l'amener au fait qu'il va perdre son poste mais malgré cela il va vouloir continuer dans cette voie. Et surtout le fait que c'est ce premier acte qui va sauver donc Johan qui est à ce moment-là gosse et qui vient de se prendre une balle dans la tête et donc il va préférer le sauver lui plutôt que le maire. C'est là où il va du coup être rétrogradé et je trouve que c'est déjà une première phase et des premiers indices de la bonté et du bien qui réside en Tenma et qui va être vraiment très vite exposé et mis en exergue face à Johan et qui représente le mal absolu. Je ne sais pas si Lucas, tu as des trucs en particulier sur toute cette partie-là. Enfin, c'est surtout la scène d'exposition pour montrer en fait la psychologie de Tenma. Oui, en fait c'est un peu indispensable comme introduction toutes les scènes où Tenma sauve l'enfant et tout ça pour mettre en place le avant et bien discerner avec le après. En fait. Après, dans le manga, au final, ce passage-là dure pas si longtemps. Et on plonge direct dans dans ce qui va suivre, dans toute la conséquence d'avoir sauvé cet enfant. Et au final, ça va vraiment faire une rupture avec ce qu'il y avait avant. Ça, c'est assez classique au final en narration, de toujours faire une scène de base, tout va bien, puis ensuite ça plonge dans l'obscur, même si chronologiquement on va voir que en fait il s'est passé des trucs bien avant horribles et tout ça, mais vu comment le lecteur le voit, en tout cas on arrive et tout va bien et il y a cet événement là qui fait qu'il sauve l'enfant et puis ça va déclencher tout le reste quoi. Voilà. Oui, alors en fait c'est le classique avec l'élément perturbateur, mais c'est juste déjà il y a une première phase, enfin je trouvais qu'il y avait vraiment une première phase de voilà la psychologie Tenma, voilà comment il va essayer de la mener à bien jusqu'au bout de sa vie, entre guillemets, en tout cas jusqu'au bout du manga. Et il va avoir déjà une première partie où il va avoir, je dirais pas des remords de cette psychologie, en tout cas de son comportement. C'est au moment où il dit littéralement j'aimerais que les 3 docteurs soient morts, entre guillemets, enfin les 3 qui l'ont évincé, tout ça, sauf qu'il va le dire devant Johan, du coup. Et c'est ça qui va un peu amener la suite parce que Johan va les assassiner plus tard, dans la suite. Et ce qui va amener du coup Johan à être comme un des suspects. Mais bon, ça sera pour la suite. Donc voilà, ça c'était une petite entrevue rapide parce que c'est vraiment une des parties du résumé en fait qu'on a déjà expliqué auparavant. Et surtout, c'est le propre du manga du début. On va surtout revenir sur maintenant la deuxième partie, toute la partie en fait track de Johan et la fugue de Tenma. Donc on revient à, comme je disais, donc Tenma est rétrogradé. Il sauve donc le garçon qui est Johan d'une balle de la tête et à ce moment-là il est suspecté, mais faute de preuves, il passe à la suite. On fait un bond en fait dans l'histoire de 9 ans plus tard. Et en fait, Tenma doit à nouveau sauver donc une autre personne qui était qui se faisait, en tout cas, il était en course poursuite via les éléments qu'on a. Et au fur et à mesure que Tenma commence à se lier d'amitié avec son patient et à le connaître un peu plus, on en déduit en fait que c'est lui qui a tué certaines personnes. Et au fur et à mesure, carrément, ce sous-fifre en question, c'est un sous-fifre de Johan. Et en fait, il le retrouve dans un bâtiment. Et Tenma, en fait, essaie de le sauver. Et il fait face, du coup, à Johan, mais 9 ans plus tard, donc un adulte de 20 ans, je crois, à ce moment-là. Et c'est là où il y a vraiment toute une scène glaçante. Et donc, je vous laisse, Lucas, nous partager un peu plus son ressenti. Alors la scène, c'est il se retrouve face à Johan et il se rend compte que Johan en fait peut tuer vraiment de sang-froid. Et donc là, en fait, je trouve le plus effrayant. Enfin, vraiment, c'est rare les auteurs qui arrivent à faire des choses effrayantes en dessin, quoi, juste par des dessins et des mots.
Et là, c'est en voyant le visage de peur de Tenma et de colère, quand il se rend compte qu'en fait, c'est la même personne. Enfin, c'est l'enfant qu'il a tué, qu'il a sauvé 9 ans auparavant. Et du coup, ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans la série, c'est qu'on voit souvent les personnages avoir peur, limite, plus que Johan qui est glaçant, je trouve. C'est plus le fait de voir les autres qui ont peur de lui qui fait plus peur, en fait, à nous-mêmes. Et voilà, et après, à partir de là, Johan, évidemment, il va pas tuer Tenma, il va le laisser en vie parce que juste c'est son sauveur d'il y a 9 ans et qu'il n'a pas de raison de le tuer, même s'il est témoin de ça. Et on verra même plus tard pourquoi il veut. Enfin, Tenma est quand même très spécial dans la vie de Johan et Johan lui porte une place très spéciale par rapport à tous les autres parce qu'il catégorise quand même beaucoup d'humains dans la même case, disons, Johan. Sauf quelques-uns, et dont Tenma et sa sœur jumelle, évidemment. Anna. Mais voilà, donc ça explique un peu pourquoi il a pas tué à ce moment-là. Et c'est là l'élément déclencheur de tout le reste où Tenma va se lancer dans une quête de le retrouver, quoi. Ouais, pour reprendre aussi, alors je reprends totalement ce que tu dis. Alors, déjà, l'auteur Urasawa, vraiment, s'il y a bien un truc qui fait extrêmement bien, c'est les réactions, les visages des personnages. Il nous fait transparaître vraiment les émotions. Et alors la peur d'autant plus parce qu'il l'a fait vraiment transmettre. En fait, on a vraiment l'impression d'être face à un monstre quand on voit la réaction et le visage de Tenma, même plus tard techniquement de Eva aussi. Mais on y reviendra parce que c'est aussi une actrice clé de la scène. Mais c'est surtout il y a la froideur de Johan, mais c'est surtout à quel point Tenma se rend compte que, entre guillemets, ses actes ont des conséquences, mais surtout même ses actes de bonté ont des conséquences qu'il pensait être bonnes, mais au final qui en deviennent plus qu'horribles parce qu'il se rend compte que Johan n'est pas seulement responsable de ce meurtre-là, mais de bien d'autres. C'est pour ça qu'en fait il va se mettre à le traquer, et c'est pour la première fois en fait Tenma n'a plus la volonté de sauver tout le monde, mais d'en tuer un en particulier, et qui est à l'inverse de tout son comportement, sa philosophie, de vouloir sauver tout le monde. Donc on va arriver au fur et à mesure, il y a plusieurs phases dans cette track. Il va essayer de remonter en fait au fur et à mesure Tenma au fil de l'eau. Et j'ai un doute après sur Alors attends, quand il va le chercher, la première chose c'est qu'il va essayer de retrouver ses parents adoptifs, c'est ça ? Ouais, je me rappelle plus très bien, mais il me semble que oui, il va chercher ses parents adoptifs, les Liber, là, qui sont eux aussi tués tous les deux par Johan, quoi. Mais aussi, truc amusant, c'est que pour bien comprendre la série, il faut bien connaître un peu les personnages en jeu, et faut savoir que c'est un auteur qui est très très prolifique en personnages, même secondaire. Enfin, il y a 1 milliard de personnages dans cette série, et et donc il y en a plein dont on va pas parler par oubli juste, mais il y en a un qui me fait penser là. En fait, même plus globalement, tous les inspecteurs, la police en général dans cette série prend une place énorme. Et la fugue de Tenma, en fait, Tenma va pas juste pouvoir traquer tranquillement Johan, en fait. La série, c'est pas juste ça serait trop simple. C'est que Tenma est aussi poursuivi par des policiers, et dont le commissaire Runge, là, il est l'incarnation de l'inspecteur qui hyper pragmatique, qui va se baser sur les faits et qui pense sincèrement que c'est Tenma qui a une double personnalité, et que Johan, c'est Tenma aussi. Et donc, mais c'est impressionnant le nombre d'inspecteurs et de policiers qui rentrent en jeu, qui sont même pas d'accord entre eux et tout ça. Moi, je trouve que là, c'est vraiment du génie de l'auteur de faire des trucs aussi alambiqués, mais qui se tient. Enfin, c'est vraiment des trucs qu'on pourrait retrouver dans des thrillers très très bien faits de Hitchcock ou quoi. Mais là, c'est sur 9 doubles tomes, c'est long à lire et tout ça, et tout se tient. Des fois on revient en arrière et tout ça, et ça se tient vraiment. Donc voilà, bon, là j'ai fait une petite digression sur les policiers, mais je trouve ça important de
de souligner la traque qui va pas être de tout repos vu comment il est poursuivi, quoi. Ouais. Et en fait, pour reprendre du coup cette traque-là, du coup, donc comme on disait, Johan élimine cette personne-là. Tenma a pour but maintenant donc de retrouver Johan et d'essayer de l'éliminer. Et comme je disais, donc il va aller voir les fameux libères. Et pourquoi en fait la traque de Tenma va être compliquée, comme disait Lucas, c'est du fait qu'en fait, en retrouvant les fameux libères, donc la famille adoptive de Johan, il va en fait se confronter à tout le plan aussi de Johan d'essayer d'avoir Tenma, entre guillemets, parce que Tenma va essayer de retrouver cette famille-là, en essayant de la retrouver, et il va retrouver aussi du coup ce qu'on verra après, donc Nina ou Anna. On va plutôt garder le nom de Anna pour rester, donc c'est la sœur jumelle de Johan. Et en fait, en allant essayer de les retrouver, il va les retrouver assassinés, et notamment en plus, tu avais bien dit sur les personnages secondaires, j'avais oublié, il y a aussi le journaliste qui va être présent à ce moment-là, qui lui aussi va se faire assassiner. C'est le journaliste ou un commissaire? J'ai un doute pour te dire, tu vois, je sais plus. Il y a vraiment beaucoup de personnages secondaires. C'est très bien foutu, même si parfois on peut être un peu perdu, parce qu'il y a beaucoup de noms, donc se les rappeler. Mais en fait, ils viennent et ils partent, et les personnages importants sont soit réintroduits via des flashbacks, soit ils sont toujours présents. Donc, même si vous y perdez un peu, vous allez vous y retrouver, entre guillemets, en fin de compte. Et donc, pour revenir, il va se faire en fait avoir par Johan Tenma, entre guillemets, et il va être accusé de ces meurtres de cette famille libère, parce qu'il va être sur la scène du meurtre au moment où il va les trouver. Et surtout, Johan aura mis en place un stratagème avec 2 faux policiers, et le commissaire Runge, qui va passer à ce moment-là aussi, va en déduire que ça fait plusieurs années aussi qu'il y a plusieurs couples, ce qu'ils vont appeler la série de meurtres des personnes d'âge moyen, entre guillemets, genre c'est vraiment de plusieurs couples qui vont se faire assassiner. En fait, on va très vite savoir au fur et à mesure que ces personnes assassinées sont via Johan, mais on va y revenir plus tard, et que c'est à chaque fois un couple d'une trentaine d'années qui a adopté un enfant, etc. Et au fur et à mesure, donc déjà c'est là que la traque de Tenma commence, sa fugue plutôt, mais la traque par Runge, parce que du coup il est obligé d'essayer d'élucider tout ça, et en se faisant traquer par la police au fur et à mesure, et surtout toutes les scènes se passent en Allemagne dans les années 80, fin 80, début 90, donc quand l'Allemagne est encore séparée, et que pour passer à Prague, etc., c'est totalement autre chose. Donc c'est vraiment une histoire très ancrée sur les années 80-90, et très ancrée dans le réel, et il y a vraiment tout un thriller et psychologique, et un thriller comme un roman policier, parce qu'il y a vraiment toute une traque, et toute une histoire qui rentre au fur et à mesure du manga. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner l'ambiance anxiogène du manga, qui est que ça se passe dans une ambiance d'Allemagne coupée en deux, avec Berlin-Est, Berlin-Ouest, et entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et tous les faits historiques sont... c'est basé sur des faits réels, même si là, c'est totalement une histoire inventée, mais je veux dire, le contexte historique est assez bien renseigné, même les dates correspondent bien. Et donc, ouais, en fait, c'est une ambiance un peu anxiogène de fuyards du bloc de l'Est, en gros, qui passent à l'Ouest. Donc, en gros, ça, on verra plus tard, mais tout est assez lié, et on en apprend beaucoup sur l'Allemagne, et au final, c'est la Tchécoslovaquie, République tchèque, à l'époque. Tout est entre ces deux pays-là, et donc il y a beaucoup d'allers-retours dans les villes d'Allemagne, dans les villes de République tchèque et tout ça, à Prague et tout ça. Et donc, ça embrouille aussi, parce qu'en plus de tous les personnages qu'il y a beaucoup de villes, mais franchement, ça vaut le coup de s'accrocher, quoi. Ouais, voilà.
Pour reprendre donc un peu la suite, toujours dans ce thème-là dont on parlait, qui est vraiment la partie track de Johan et fugue de Tenma et comment c'est ancré dans ça. Donc la famille des Libères, j'ai totalement oublié de dire, mais comme je disais, il y a tellement de choses. C'est les parents de Nina du coup qui sont assassinés à ce moment-là, mais parce que Johan est au courant de qui ils sont, etc. Il lui fait part d'une lettre, enfin ou d'un mail, j'ai un doute, lui disant qu'ils vont bientôt se retrouver et qu'il pourra lui reparler, etc. Donc il lui donne rendez-vous, ce qui fait que Tenma se fait aussi avoir. Au final, Tenma arrive à s'en sortir avec Nina. Ils vivent pendant quelques jours en captivité, entre guillemets, entre eux. Nina décide de se dire qu'il faut qu'elle l'élucide de tout ce problème par elle-même, et Tenma aussi. Ils se retrouvent du coup séparés les deux. Et en fait, donc Tenma va se retrouver, alors je sais plus quelle ville, hein. Là pour le coup j'ai plus de en tête parce qu'ils vont faire Düsseldorf, ils vont aller à Francfort, je crois que c'est à Francfort la suite, et à Francfort il arrive en fait à savoir que il est possiblement lié à un ancien comment ça s'appelle, enfin pas pensionnaire nazi, mais est-ce que c'est déjà cette phase-là? Si, je crois que c'est déjà cette phase-là où il rencontre Baby. Oui. Et il y a les nazis. Oui, parce qu'il y a encore les nazis, évidemment. Du coup, eux, ils ont prévu, du coup, les nazis, d'incendier le quartier turc, simplement pour faire de la purification ethnique, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, c'est vraiment le but de cette organisation. Et on se rend compte que, du coup, Johan était aussi un ancien membre de cette pègre-là, entre guillemets, ce genre de mafia nazie qui est à Francfort, et qui voulait mettre en place en fait un nouvel Hitler, vraiment une suite, un nouvel héritier à leur héritage, entre guillemets, nazi. Donc on commence à rentrer vraiment dans le dur. C'est vraiment un thriller de plus en plus imposant, anxiogène, parce qu'en fait il y a tout le passif de l'Allemagne, plus de l'après-guerre et de tout ce qui peut s'y passer. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte déjà qu'il y a ce passage avec les nazis, donc qu'il y avait toute une mafia et qu'il était membre de ce parti-là, entre guillemets, Johan, mais en fait qu'il le contrôlait et qu'il le contrôle toujours. Et on va y revenir au fur et à mesure parce que ça va être un des premiers seconds personnages qu'on va voir très souvent, c'est Dieter, donc le gosse, qui est sauvé par Tenma de cette organisation, si je me trompe pas. Il me semble, Dieter, il est sauvé d'un ancien éducateur du 511 Kinderheim. Donc, en gros, on apprend petit à petit que tout vient de... Enfin, tout laisse à penser que tout vient des orphelinats expérimentaux qui s'est passé dans les années 80. Enfin même 70. En fait, ça a duré assez longtemps. Des orphelinats où des expérimentations ont été faites sur des enfants pour former, entre guillemets, des super soldats sans émotion qui pourraient faire tout et n'importe quoi. Et donc ces expérimentations-là ont donné naissance à des enfants traumatisés, y compris Johan, quoi. Mais ça, on va y revenir. Tout ça pour dire quoi, que ouais, Dieter, en gros, voilà, il y a un ancien éducateur de cet orphelinat-là qui s'est enfui, parce que l'orphelinat lui-même s'est effondré. Donc il s'enfuit et il essaie de reproduire ses expériences par lui-même avec un enfant, et donc Tenma sauve cet enfant-là de cet éducateur. Donc voilà, Tenma, en plus d'être traqué par les policiers, de devoir résoudre l'énigme avec Johan, se retrouve en plus avec un enfant sur les bras. Donc ça arrange pas tout son schmilblick, quoi. Oui, en fait, tu as bien repris ce que je disais. Il y a les deux phases. Il y a du coup le fameux orphelinat, le Kinderheim 511. Donc Tenma comprend que Johan venait de cet orphelinat, comme tu disais, qui voulait créer des enfants soldats super nazis, qui étaient liés du coup à cette mafia. Et en même temps, du coup, il commence à vouloir... donc il rencontre Dieter, qui est du coup sous le joug d'un des éducateurs, oui. Et en fait, il va le sauver, il va lui dire de venir avec lui, et ça va amener à la seconde phase
où il va voyager Dieter avec Tenma tout le long de cette fugue. Et on va arriver... Alors, je sais plus si c'est à cette partie-là ou non, mais il y a la partie du coup où il va retrouver Anna à ce moment-là, après, où ils vont pouvoir, entre guillemets, vivre pendant quelques temps tous ensemble, avant que Tenma les relaisse, parce qu'il se dit que pour tuer Johan, il doit s'entraîner au tir, et donc il va devoir aller voir un spécialiste du tir. Je crois que c'est dans cette chronologie-là, si je ne me trompe pas. Donc il va aller voir un spécialiste du tir, et pareil, on va être dans l'histoire, dans une histoire. Donc on va rentrer dans une petite histoire, où en fait, Tenma rencontre cette personne-là, donc un spécialiste du tir, et il est accompagné d'une fillette qui ne sourit jamais et qui comprend pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que là, on va rentrer vraiment toujours plus. C'est pas dans le glauque, mais c'est dans les trucs où c'est pas si simple les relations entre humains, entre guillemets. Dans le sens où on comprend pourquoi elle ne sourit jamais, c'est parce que le spécialiste en question du tir, j'ai plus du tout son nom, parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms, en fait a tué la mère de la fille. C'est lui qui l'a gardée du coup pour s'en occuper. Et c'est juste pourquoi je parle de cette scène qui n'a pas forcément plus d'impact dans l'histoire, parce que ça, dans le suivi avec Johan, il n'y a pas plus. C'est surtout sur le côté que Urasawa, des fois, fait une pause, entre guillemets, dans son manga, juste pour parler des relations humaines et de certaines choses qui peuvent être parfois très dures, mais qu'il faut surmonter, entre guillemets. Et il y a toute cette phase où, avec le passage de Tenma dans leur petite vie, fait qu'ils se retrouvent à nouveau à sourire, ou en tout cas vivre et passer de l'avant. Et en fait, c'est ce qui va arriver au fur et à mesure de tout le long du manga, de savoir passer à la suite et savoir vivre malgré les événements qui peuvent être tragiques tout le long du manga. Ouais, et ça c'est vrai que les histoires dans les histoires, c'est assez courant dans les histoires d'Urasawa. Et notamment, on dit que depuis tout à l'heure que Johan, Tenma, Anna, c'est les personnages principaux. Mais des fois, il peut y avoir 100 pages où on les voit pas du tout, quoi. Ça peut être vraiment, je pense, typiquement sauvetage de Dieter et tout ça. C'est des trucs où finalement les personnages principaux ils sont pas là, mais c'est des nouvelles histoires et à chaque fois on se dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là, on comprend pas trop, puis après on se dit ah ouais peut-être qu'il y a des magouilles derrière, ça va revenir, et puis un peu comme le fil conducteur rejoint tout quoi, au final on se rend compte que oui tout est lié et évidemment les personnages qu'on suit ils sont pas pour rien, il n'y a pas d'histoire pour rien non plus, mais c'est vrai que ces pauses là sont assez fréquentes. 僕はあの時死んでいたはずだったんだ。先生が僕を生き返らせてくれたんだ。 Ouais, donc vous avez pu voir, même nous on s'embrouille alors que ils viennent de tout relire et moi je me suis refait tous les résumés, je l'ai lu il y a même pas un an. Mais c'est pour dire à quel point c'est dense, mais c'est extrêmement bien fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses et donc quand c'est frais, c'est assez agréable à tout redire parce qu'on connaît. Mais il y a pas mal de choses et notamment on va attaquer une nouvelle partie maintenant, notamment l'entrée en scène de l'aristocrate Schwald. Donc vraiment comme disait Lucas auparavant, on arrive vraiment dans on parle plus du tout de nos personnages principaux, on n'a plus de Tenma, on n'a plus de Johan, plus rien, et on rentre sur deux nouveaux persos qui sont notamment Karl et Schwald. Donc Karl c'est un étudiant qui fait en fait la lecture à cet aristocrate, je sais pas vraiment, mais en tout cas un richissime allemand qui a plusieurs entreprises, et on va voir au fur et à mesure de cette histoire comment Johan s'initie et comment en fait Tenma va essayer de le retrouver via ça. Je vous laisse avec ce bon Lucas pour raconter tout ça. Voilà, alors on vient en scène un mec de la fac qui prétend être le fils du milliardaire Schwald là, et qui se fait tuer. Donc on se dit bon ok, on se doute que Johan l'a tué, mais on sait pas trop pourquoi. Ensuite il y a du coup ce fameux Karl là qui est le vrai fils du milliardaire, où en gros on se dit mais tout le monde veut être le fils du milliardaire, c'est bizarre, machin. Et en fait Karl est le vrai fils du milliardaire, tout ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte que Johan, au début, il voulait se faire passer pour le fils du milliardaire, mais en fait,
en fait, au fur et à mesure, ses plans sont de plus en plus foulous. C'est que, en fait, on sait pas trop ce qu'il veut, Johan, là-dedans. Et juste, il se fait ami avec eux, il devient très proche du milliardaire. Et en fait, on apprend que la mère de Karl, donc, qui était une prostituée tchèque à la base, je crois, et qui a eu l'enfant avec Schuald, et en fait était la meilleure amie de la vraie mère de Anna et Johan. Et donc ça rapproche tout ça, on comprend un peu mieux pourquoi. En fait, Johan, il veut juste des informations sur sa naissance et tout ça. Et donc voilà, et au début, on se dit il veut l'argent de Schuald, et en fait, on se rend compte qu'à la fin, il s'en fout complet de l'argent. Et en fait, lui, il y a un personnage qui le dit très bien, c'est en fait, il veut juste mettre le doigt pour perturber la colonne de fourmis. En fait, il voit tellement tout le monde comme des fourmis que, en fait, il vient s'immiscer dans la vie du milliardaire pour foutre le bordel. Et en fait, on arrive à l'événement où le milliardaire veut inaugurer une bibliothèque parce qu'il fait un don énorme et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, Johan fait mettre le feu à la bibliothèque pendant qu'il y a tous les aristocrates dans cette bibliothèque. Et voilà, bon, je vous laisse aller parler du fait que Tenma, qu'est-ce qu'il fait dans cette bibliothèque et tout ça. Mais voilà, Johan, au final, il veut juste foutre le bordel. Ah, oui, il y a de ça. Il y a surtout, comme tu disais, le doigt dans la fourmilière. C'est surtout que l'histoire fait qu'on est dans une histoire familiale où Karl se rend compte que c'est possiblement son père, etc. Qu'il y a au début un fond en disant que il y a un fond, peut-être que oui, Johan veut l'argent, au final il veut peut-être autre chose, il va même pousser quelqu'un au suicide. Il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Même en parallèle, du coup, il y a la fameuse histoire du coup d'un des policiers en fait, enfin un inspecteur qui en plus qui était addict à l'alcool, oui, qui va essayer de résoudre tout ça. Donc c'est à travers ses yeux qu'on essaye de retrouver. Et Johan va le traquer et va en fait faire passer ça pour un suicide. Donc il y a même une histoire dans tout ça. En fait, il faut surtout se dire, dans le résumé de tout ça, c'est que Johan ne veut pas forcément de l'argent ou certaines informations. Il n'y a que deux choses qui l'intéressent au final de toutes ces relations. La première, c'est celle que Lucas a dit, c'est le fait que possiblement il puisse retrouver des informations sur sa mère et sur en fait son passif, vraiment toute son enfance, parce que c'est ça qui lui manque et c'est ça qui a fait qu'il est devenu le monstre qu'il est actuellement. Et surtout, en fait, il voit vraiment tout le monde comme des fourmis parce qu'il méprise tout le genre humain. Et c'est pour ça qu'aussi, auparavant, on parlait du fait qu'il était dans, entre guillemets, un club d'amicales des nazis, dans le sens où les gens l'ont pris aussi dedans parce qu'ils se disaient que Johan méprise aussi certaines races, etc. Mais c'est bien au-delà de ça, il méprise en fait tous les humains. Il ne voue qu'une haine, en fait, entre guillemets, pour les humains. Et on va avoir, à l'inverse, Tenma, qui va se retrouver, en fait, qui va le retrouver, qui va se dire que Johan est forcément à cette inauguration, parce que Johan tourne autour de ce fameux milliardaire. Johan met feu, je sais plus par quel moyen, en tout cas à la bibliothèque. Et Tenma a le dilemme à ce moment-là il peut tirer sur Johan, sauf qu'à ce moment-là, il se fait rattraper, enfin en tout cas, il y a le sous-fifre bras droit, on verra par la suite, mais on va dire plutôt que c'est en fait un partisan extrême de Johan, qui est Roberto, qui est son homme de main, et qui va en fait interpeller Tenma, et les deux vont avoir en fait un vrai duel où c'est celui qui tire qui sauve sa peau en fait. Donc Tenma va avoir pour la première fois le duel il doit tuer pour pas être tué. Il va décider donc de tirer et de laisser pour mort Roberto. Il va pouvoir quand même sauver tous les aristocrates riches en les faisant sortir, et il va re-rentrer pour essayer de viser à nouveau Johan, et il va avoir encore cette fameuse scène en mode essaye de me tirer dessus, en lui montrant à nouveau son front là, qui est une scène assez iconique et importante tout au long de l'œuvre, car on verra par la suite aussi, ce sera un moment important avec
avec Anna et à nouveau avec Tenma. Et en fait, c'est vraiment déjà un premier duel, un premier affrontement entre les deux, où on a vraiment le bien et le mal qui subsistent, mais c'est vraiment pas quelque chose de... il y a les gentils, il y a les méchants, parce que c'est au-delà de ça, chaque personne a une part d'ombre, mais celui qui, en tout cas les deux qui s'opposent entièrement sur le fait qu'il y en a un qui représente le mal absolu, et le monstre c'est Johan, face à Tenma qui doit vivre de ça, et surtout qui essaye de pas basculer, parce que lui il essaye de tuer personne, même si son but au final ultime c'est de tuer Johan. Donc voilà sur toute cette partie-là. Je sais pas s'il y avait autre chose à dire sur ça, Lucas. Je viens de me rappeler de pourquoi Johan change d'avis et veut plus l'argent du milliardaire, mais en fait faire juste change d'objectif. Parce que dans cette fameuse bibliothèque, là, il tombe sur un livre d'enfant qui, qui est en fait à la base de un peu tout, on verra. Mais c'est là où il se rend compte que Johan, en fait, son prénom vient de ce livre d'enfant-là, et ça lui fait remonter des souvenirs qu'il avait oubliés. Et donc là, il se dit, mais en fait, ok, moi, il a repris conscience à partir de ce moment-là où Johan se dit, il change de quête et il se dit, ok, en fait, tout ce que je veux là, c'est retrouver le fameux auteur de ce livre d'enfant qui s'appelle, qui a plusieurs noms. Même de manière générale, dans l'œuvre, les gens ont plusieurs noms ou ont pas de nom du tout, donc ça arrange pas la compréhension. Mais on va l'appeler, cet auteur-là, on va l'appeler Franz Bonaparta. Pour le tout, parce que c'est comme ça qu'il est appelé le plus souvent, même si c'est pas son vrai nom, tout ça. Mais qu'on soit clair dans le podcast au moins. Et donc il tombe sur ce livre d'enfance, ça lui fait des souvenirs d'enfance, et il se dit mais merde, en fait c'est ce Franz Bonaparta là qui m'a détruit. Et voilà, bon, à partir de là on comprend pas tout ce qu'il veut faire, mais en tout cas on comprend qu'il change d'objectif, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que on va y revenir, vous inquiétez pas, au fur et à mesure, parce que là on essaie de montrer toute la dualité, tout ce qu'il peut y avoir dans ce manga, tout en essayant de vous faire l'ordre chronologique de l'œuvre et de tout ce qui se passe dans chaque tome. Et il faut savoir du coup que là, oui, c'est un tournant majeur, parce qu'en fait, on nous parle de ce livre qui est ultra important dans la suite. Et surtout pour comprendre et la psychologie de Johan, de Anna, et de comment on en est arrivé là. Et surtout, ça va ouvrir du coup après ce fameux déjà premier duel. C'est la première fois aussi que Tenma et Johan se retrouvent après le fameux meurtre à sang-froid de Johan, et que Tenma se dit qu'il a vraiment plus qu'une raison maintenant, c'est d'essayer de le tuer. Sauf que en parallèle, on a Anna, qui essaye aussi de convaincre Tenma de ne pas le tuer, de ne pas devenir aussi un monstre. Et donc il y a déjà aussi cette phase de réflexion entre les deux, en disant qu'il y a autre chose à faire, bien que en fait Tenma se dit vraiment qu'il n'y a rien d'autre. Enfin, il a vraiment le truc de se dire que j'ai sauvé plein de vies, mais en le tuant lui, je vais en sauver d'autres, parce qu'il est à l'origine de beaucoup de mal, alors que ça va à l'encontre de son précepte qui est de sauver toutes les vies. Donc il y a vraiment déjà tout ce schmilblick qui se met en place, et on va le voir notamment dans l'avant-dernière partie, sur comment en fait on en arrive à là, et comment en fait Johan est devenu ce fameux monstre, et toutes les révélations qui arrivent au fur et à mesure de l'œuvre. 終わりにするわ。終わり。終わりってなんだろう。On va essayer de revenir un peu plus maintenant sur le flashback qui nous est noté. Alors il y a plein d'autres petits éléments entre-temps qu'on va un peu ellipser, notamment le fait que on a aussi un moment donné où Tenma revoit un ancien collègue qui est devenu psychologue, et ça fait partie aussi de la traque et de la fugue de Tenma, où il se rend compte via ce psychologue que Johan existe vraiment, parce que oui, en parallèle du coup, Runge est toujours à la recherche de Tenma, et il arrive à savoir que Johan existe vraiment via les interrogatoires que ce psychologue fait à des détenus, et il se rend compte que oui, il y a vraiment un certain Johan qui existe vraiment,
parce que c'est via certaines preuves ou certaines choses que peut raconter ces détenus et le fait qu'ils ont même eux-mêmes froid dans le dos et très peur. Donc à nouveau ce qu'on disait par rapport à Urasawa qui nous le fait transparaître via les émotions et via les paroles. Mais cela en fait on va un peu le laisser de côté. C'est juste pour alimenter encore plus le monstre qu'est Johan et que Runge croit vraiment pendant un temps que Johan et Tenma ne font qu'une seule personne, que c'est la même pièce, alors qu'au final c'est plutôt deux faces d'une même pièce. Et pour expliquer en fait le monstre qui est Johan, on va faire un flashback comme dans le manga. On se retrouve en fait dans les années 70 et la mère de Johan et Anna rencontre un militaire tchèque et ils font partie en fait d'un programme eugéniste de l'époque en Allemagne qui a pour but en fait de créer aussi des enfants et de faire des pratiques eugénistes, c'est-à-dire d'élever des enfants à des rangs très supérieurs, et notamment leur but surtout, c'est via le fait qu'ils se soient deux jumeaux, ils peuvent faire toutes les expérimentations possibles et voir toute la psychologie. Et notamment le fait que Anna et Johan vont jusqu'à leurs 6 ans être habillés exactement pareil pour faire croire qu'il y a un seul et unique enfant. Et pour que aussi il y ait ce fameux dilemme où donc la mère de Johan et Anna doit faire un choix où elle doit donner un de ses enfants qui doit faire face du coup à cette fameuse dernière pratique via donc le fameux Franz Bonaparta. Donc Franz Bonaparta est à ce moment-là le responsable de toutes ces pratiques eugénistes. Et on apprend du coup via un flashback qui est celui d'Anna. En fait, elle arrive avec Tenma à retrouver le fameux Villa des Roses. Et c'est dans cette Villa des Roses que tout va se passer, enfin tout se passe, le fameux flashback et toutes les pratiques qui se sont passées. Et en fait, via aussi certaines séances avec le psychologue et le docteur, qui va se rappeler de ça, mais c'est surtout au moment où elle va aller à la Villa des Roses, où elle se rend compte que elle a vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant, mais qu'elle se l'est fait oublier via des séances d'hypnose. Et cette pratique, en fait, consistait à l'enfermer donc dans un espace clos et entièrement noir, où elle n'a plus de notion de l'heure, et qu'en fait, elle peut savoir que comment le temps passe via ces différents repas. Et cela va se passer pendant plusieurs jours, jusqu'à qu'en fait elle puisse être libérée. Et juste après cette libération, Franz Bonaparta décide en fait de tuer tous les membres présents dans cette scène via un vin empoisonné. Et au final regrette juste après cet acte et va hypnotiser Anna pour lui faire oublier. Mais en fait, elle a quand même tout ce qu'elle a vécu, elle a intériorisé, et elle va retrouver son frère Johan du coup à l'appartement des 3 grenouilles, là où il vivait pendant un certain temps, qui a aussi une importance. Et en lui racontant tout, Johan va l'intérioriser comme ça lui est arrivé à lui et non pas à sa sœur. Et c'est tout. Enfin, là, en le racontant, ça n'a pas autant l'impact que ça en le lisant directement, mais il faut se dire que ça a vraiment tout l'impact de se dire que pendant tout ce temps, c'est Anna qui a vécu toutes les atrocités, mais c'est Johan qui l'a intériorisé en se disant que c'est lui qui a vécu ça, et c'est comme ça que le monstre est né en lui. Et notamment le fait que par la suite, ils vont vivre eux deux, juste essayer de s'enfuir de tout ça et être retrouvés à la frontière tchèque-allemande, où un certain général Wolf va les recueillir, et il aura dans sa main le fameux bouquin Un monstre sans nom, où le nom du personnage s'appelle Johan, et c'est comme ça que le fameux général Wolf va les retrouver. Et de là, en fait, ils vont aller de famille en famille, et c'est en fait Johan va perdre totalement notion d'humanité et va en fait assassiner à chaque fois les familles en faisant croire à sa sœur que juste ils se sont enfuis ou ils n'étaient plus là, ses parents, etc. Mais c'est juste Johan qui devient vraiment complètement maboule.
et va notamment aller au fameux Kinderheim 511, où ce fameux Franz Bonaparta faisait à nouveau des lectures de ses différents bouquins, et notamment qui va rencontrer un certain Grimmer, un autre enfant qui est à l'origine de ces pratiques aussi pour créer des... Attends, c'était pas ça directement ? Je crois que Grimmer, il était au 511 Kinderheim aussi, mais pas, c'est pas au même moment. Il était là, il y était avant. Ok. Je crois que c'est pas vraiment. Ouais, il y a un peu un fil. L'histoire chronologique est un peu différente. Mais juste pour revenir sur la naissance du monstre et tout ça, j'aimerais revenir sur le personnage de Grimmer, donc on n'en a pas encore parlé. Mais c'est un ancien enfant. Donc en fait, la première fois qu'on le voit, c'est Tenma qui le rencontre dans le train. Et Tenma qui essaie de s'enfuir d'une situation où on le reconnaît son passeport. Et ce Grimmer-là, c'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui voyage et qui a toujours un sourire crispé. En fait, on se dit, mais il est bizarre, c'est un peu bizarre. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que ce personnage-là, il a pas de nom, mais en même temps, il n'a pas d'émotion non plus. Et en fait, il n'a pas non plus de maison. En fait, il est attaché à rien et tout ça. Et on apprend au fur et à mesure qu'il a grandi au 511 Kinderheim, donc au fameux orphelinat où a vécu aussi Johan et tout ça. Et donc en fait, ce personnage-là, il est là pour nous expliquer un peu en partie la naissance du monstre de Johan, qui est en fait, c'est possible d'enlever à un homme toutes ses émotions. Et donc ce Grimmer-là, il dit par ailleurs, après lui, il a eu une femme et un fils, et son fils est mort quand il avait 8 ans. Et en fait, Grimmer dit, mais en fait, j'ai même pas pleuré à la naissance de mon fils. Je sais même plus ce que c'est d'avoir d'émotions. Ils m'ont enlevé mes émotions. Et voilà. Et donc, en fait, ce voyageur-là, il essaie juste de retrouver les responsables des 511 Kinderheim et juste essayer de comprendre, en fait, pourquoi ils ont fait ça. Et donc, ça, c'est tout en parallèle, parce que finalement, ce Grimmer-là, il a aucun lien direct avec Johan, si ce n'est qu'ils ont fait le même orphelinat. Mais en fait, tout vient se recouper parce que Grimmer, au final, il traque aussi tous les gens de l'ancienne police secrète tchèque qui ont mis en place ce programme d'orphelinat. Et donc, il va, au fur et à mesure qu'il va les traquer, en fait, les gens de la police secrète se font en même temps tuer par Johan. Donc, en fait, c'est là où Grimmer se rend compte que Johan existe et tout ça. Et en fait, la meilleure façon de comprendre Johan, c'est de parler avec Grimmer. Et ça, même Tenma le comprend assez vite, en fait. C'est que en parlant avec Grimmer, il se dit, mais ouais, mais en fait, Johan, il est pareil, mais sauf que lui, il s'est pas réintégré dans la société. Il a totalement extériorisé ça et c'est juste l'apogée de l'orphelinat, quoi. Donc voilà, ce personnage-là, Grimmer, c'est un de mes préférés et vraiment, il est là pour dire que c'est possible de pas avoir d'émotion, de pas avoir de nom, de pas avoir de maison et juste errer comme ça, et lui se force à sourire tout le temps. C'est pour ça qu'il a un sourire crispé. Et voilà. Ouais, alors ce que je voulais surtout dire tout à l'heure, oui, je m'étais un peu trompé dans le sens où c'était juste pour dire qu'il n'y a pas de lien avec Johan, mais qu'il a fait partie aussi du Kinderheim 511, pas des pratiques eugénistes, hein, mais juste qu'il a fait partie aussi de cet endroit-là et qu'il a aussi vécu certains moments horribles dans cet orphelinat. Il faut savoir aussi que Johan, dans cet orphelinat, devient vraiment le monstre qu'il est au moment où il décide de faire en sorte que tout le monde s'entretue, les gosses comme les accompagnateurs, entre guillemets accompagnateurs, c'est vraiment des gros guillemets parce que c'est juste des monstres aussi. Et c'est là où vraiment il y a la naissance du monstre encore plus. Enfin, la naissance du monstre Johan, c'est vraiment au moment où Anna lui raconte ce qui se passe, et le vrai moment où il devient un véritable monstre au point d'être de sang-froid et de vouloir juste éliminer tous les humains. C'est vraiment cette partie-là. Et pourquoi Grimmer est important ? Parce qu'en fait, Grimmer a aussi vécu certaines choses au Kinderheim 511, mais au point de lui plutôt d'avoir plus aucune émotion. Donc le fameux sourire crispé, en fait, ça se voit rien qu'à son sourire, que c'est pas un sourire d'une personne
lambda ou normal, parce qu'il ne sait pas sourire. C'est surtout ça en fait. Et en fait, ça fait en fait office de miroir, et surtout de montrer qu'un personnage comme Grimmer, qui aura vécu aussi les mêmes atrocités que Johan, va avoir autre chose dans sa vie, dans le sens où il va être lui aussi profondément marqué, au point où notamment on va voir le fameux Super Grimmer, je sais plus quoi son nom de scène, mais en fait il a une force herculéenne, parce qu'il regardait un certain dessin animé à l'époque, où en fait il devient juste une bête féroce qui peut tabasser littéralement tout le monde, mais genre vraiment, c'est vraiment une deuxième personnalité, et il la sort que quand il est en fait en très mauvaise posture. Et en fait c'est surtout pour montrer que ce personnage-là, il y a en fait une partie d'inné et d'acquis dans le côté de devenir un monstre, parce que Grimmer a plus le côté de devenir un monstre et d'être une bête féroce et être sans émotion, de par les atrocités qu'il avait vécues au Kinderheim 511, alors que Johan, il y a aussi toute une partie de... Il n'a pas vécu les choses, mais rien qu'en les intronisant, intériorisant plutôt, c'est devenu un monstre, et c'est aussi par la suite, c'est que c'est ancré en lui, mais ça a été encore plus emmagasiné, ou en tout cas ça a gagné encore plus au fond de lui via toutes les expériences qu'il va vivre, et ce qui va aussi pousser par la suite Johan à retrouver en fait tous ces membres là et de les tuer un à un, et surtout d'aller chercher ce dernier Franz Bonaparta qui est à l'origine en fait de son mal, et d'essayer d'aller le traquer, de le tuer en fait, et surtout d'essayer d'avoir une once d'humanité en lui, entre guillemets, en essayant de retrouver son nom dans tout ce périple. Mais en parallèle, on va avoir toute la vie et tout le fait que Tenma va essayer de traquer aussi Franz Bonaparta en essayant de retrouver l'origine du mal de Johan via les informations que Anna lui a données, vu que, comme je disais, en fait, c'est le flashback d'Anna qui nous donne le twist de savoir d'où vient tout ce mal et tous ces problèmes. 怪物が僕らを連れにやってきたんだ。手を出して。僕を撃てよ。On arrive donc sur cette fameuse dernière partie du manga, et notamment sur le fait que après avoir eu toutes ces révélations, en tout cas tous ces flashbacks et tous ces retours, Johan décide en fait de faire ce qu'il appelle son suicide parfait, c'est-à-dire de converger dans une certaine ville où il pourrait en fait éliminer toutes les dernières personnes qui auraient un lien avec tout ce qu'il a vécu, et surtout en fait pour lui d'effacer tous ses souvenirs en fait, et de finir par en fait mourir en apothéose. Et en fait pour lui c'est d'essayer de retrouver donc et de retourner dans la ville qui est Ruenheim, où se trouve Franz Bonaparta, qui est devenu un vieux monsieur qui est juste là à s'occuper d'un autre enfant, et qui entre guillemets avec pardon oui, il tient un hôtel, j'avais totalement zappé. Et surtout, en fait, il le sait qu'un jour, il va être retrouvé. Et en fait, il a tous ses regrets en fait avec le temps. Des regrets, même si ça a été un sacré enfoiré, parce qu'il a fait v'là des trucs pas très bien, on va dire. Et en fait, c'est là où tout converge, les persos et l'histoire. D'une part, les persos, parce qu'en fait, on a Tenma, Anna, Grimmer, Runge, du coup Franz Bonaparta, même Roberto, donc le bras droit le sous-fifre de Johan, et Johan. Et le but de Johan en fait c'est de foutre la zizanie dans toute la ville en distribuant des armes et en faisant en sorte qu'il y ait un massacre collectif. Et ça va amener surtout sur plusieurs choses. D'une part, sur les dernières révélations de Franz Bonaparta, comment il en est arrivé, et surtout sur le fait que pourquoi en fait il a voulu faire oublier à Anna tout ça, c'est parce que il a eu des regrets juste après, parce qu'il était aussi amoureux de leur mère, Anna et Johan. Il y a aussi le fait qu'avec le temps,
il a eu des regrets de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a fait, d'où le fait qu'il a voulu notamment élever un autre enfant et essayer de faire au mieux malgré qu'il soit dit que ça va arriver par la suite et que ça va revenir. Et surtout, en fait, on va voir ce fameux dilemme de Tenma de est-ce que je dois tuer Johan ou non. Et surtout, il va avoir un double dilemme, c'est le fait que quand il va le retrouver, donc la scène est vraiment magnifique parce que c'est vraiment le côté où on se retrouve en fait à nouveau dans le même endroit où Johan est né, c'est-à-dire qu'il est né à la frontière tchécoslovaque, à la frontière tchèque-allemande, et que son nom Johan est apparu pour la première fois, et on se retrouve quasiment au même endroit où Tenma peut entre guillemets le tuer. On a en fait le fait que Anna va supplier à Tenma de ne pas le faire, et Johan, pour pousser encore plus Tenma à le tuer, va prendre en otage l'enfant d'un ivrogne, enfin des habitants, et il va avoir à nouveau une autre dualité pour Tenma, c'est est-ce que la vie de Johan vaut vraiment le coup ou est-ce que c'est plutôt la vie de l'enfant? Donc est-ce que je dois tuer Johan pour sauver la vie d'un enfant qui vaudrait plus, ou est-ce que mon dilemme de départ qui est que chaque vie, chaque être vivant vaut la peine de vivre, je sais pas comment le dire, mais en tout cas que chaque vie a un intérêt. Donc il se retrouve à nouveau avec son dilemme de départ, c'est que est-ce que je dois sauver une certaine personne et tuer l'autre, ou inversement, et que toutes les vies se valent. Mais en fait, au final, il va pas avoir à faire cette en tout cas la décision, parce que Johan va se faire tirer dessus avant par le père de l'enfant, et notamment sur le fait que on va avoir une des fins les plus ouvertes en fait dans tout ça, sur le fait que en fait Tenma va à nouveau sauver Johan. Johan va être à nouveau dans un coma artificiel. Tenma va pouvoir en fait être lavé de tout soupçon, etc. Via Runge, et surtout va rencontrer la mère de Johan et Anna. Il va connaître leur nom, et en fait en allant retourner à nouveau dans l'hôpital où il avait sauvé Johan, il va se mettre à parler comme au début du manga à voix haute en pensant que Johan est allongé dans le coma. Et c'est là où Johan se dresse et lui demande alors elle a choisi qui, moi ou Anna, pour aller dans cette fameuse pratique. Et Tenma ne répond pas en tout cas. Et la scène finale se termine sur le fait que le lit est vide. Et en fait, il y a toute cette fin ouverte pour savoir si, d'une part, est-ce qu'il a vraiment sauvé Johan ? Est-ce qu'il n'est pas mort en fait ? Est-ce que c'est pas juste tout un flashback ? La théorie qui prédomine, c'est plutôt sur le fait que il était vraiment là. Il lui a vraiment parlé à Johan. Enfin, les deux ont vraiment eu cette interaction, mais que Tenma n'a pas répondu et que en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à la fin pour Johan. Mais globalement, c'est toute cette fin qui converge et qui laisse encore la dualité pour Tenma de la vie, toutes les vies se valent vraiment. Est-ce que je dois vraiment éliminer une certaine personne si je veux que les autres vivent ? Et voilà. Ouais, et cette scène de fin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse, c'est juste que on peut tout s'imaginer, mais c'est vrai que c'est assez beau de voir qu'à la fin du manga, Tenma connaît le vrai nom, et on espère que Johan, en connaissant son vrai nom, en fait c'est un truc qui revient beaucoup tout au fur et à mesure de la série, le fait que Johan, il connaît pas son nom, et c'est ça qui le déresponsabilise de tout. En fait, il est personne, donc il s'en fout de faire n'importe quoi, puisque aux yeux de la société, il a même pas eu de nom. Et le fait, peut-être qu'à la fin de connaître son vrai nom, on ose espérer que ça va mieux. Alors soit il est mort et puis il est mort serein, soit il s'est réenfui et va refaire pareil. En fait, on sait pas trop, mais on peut espérer que de connaître son nom va au moins changer des choses. Et ouais, pour ce massacre collectif, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que c'est assez finement, si j'ose dire, fait. C'est que en fait, c'est pas Johan qui tue tout le monde. En fait, Johan, il tue personne. Il fait en sorte que les gens s'entretuent. Et ça, c'est un truc qui revient aussi beaucoup tout au fur et à mesure du manga. Johan, au final, on le voit assez peu tuer des gens. Enfin, on le voit quelquefois tuer des gens, mais au final, assez peu. C'est juste qu'il fait en sorte
que les gens s'entretuent et c'est là où c'est un vrai monstre, quoi. Ouais, juste pour finir sur ça, en fait, on le voit très peu. Les fois où on le voit, c'est de sang-froid pur, donc on a encore plus cette image de monstre. Et ce qui est encore plus troublant et flippant, c'est qu'il pousse les gens à se tuer, il pousse les gens en fait à s'entretuer, parce qu'au final, il a vraiment, comme je disais, pas horreur, mais en fait, il déteste le genre humain, il déteste les humains via les trucs qu'il a vécu, au point où vraiment, oui, le massacre qu'il met en place, le but c'est juste que tout le monde part avec lui et de finir en apothéose entre guillemets, ce qui le rend encore plus. Il y a une vraie part de monstruosité, mais prépondérante chez lui, et jusqu'à sa mort en fait, et jusqu'à même les demandes qu'il fait à Tenma en fait quand il se réveille, pour savoir vraiment si c'est un monstre depuis le départ ou si c'est juste parce que c'est via les préceptes et les choses qui lui ont été faites. Voilà pour cette partie-là. On passe du coup à une dernière partie qui est nos questions préférées. ドクターテンマは僕を撃つんだそうでしょドクターテンマ Donc comme d'habitude, on finit un peu sur la deuxième partie, surtout sur la partie des questions. Il n'y a pas vraiment d'arc, parce que là c'est vraiment une accumulation de scènes, mais est-ce qu'il y a un moment, en tout cas une partie du manga qui te plaît en particulier, Lucas? Moi, je pense un peu comme la plupart des gens, je pense, les révélations finales avec Franz Bonaparte et tout. Franchement, ça c'est fou, quoi. En fait, le fait de tout découvrir. Alors là, on spoil de ouf, mais pour ceux qui l'ont pas lu, vous inquiétez pas, on n'a pas parlé de tout et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et même moi, là, c'était la deuxième fois que je le lisais, la série, et pourtant. J'étais pas passé à côté de plein de choses, donc en fait les révélations elles sont toujours autant fortes et non, c'est fou comment je me dis on peut avoir de l'empathie avec des dessins, quoi. Et, et voilà, et du coup mon arc préféré il y en a pas vraiment, mais je dirais les révélations finales, même si le massacre de la fin je le trouve peut-être pas si fou, mais voilà. Et sinon Grimmer, moi c'est quand on le découvre et tout ça, quand il sauve Tenma, j'aime bien aussi. Mais c'est des petits passages. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a toute la partie révélation, évidemment, parce que ça converge. Tout converge enfin. Et surtout, ça converge pile avant le final qui est dans la ville de Reinheim. Donc, on comprend un peu tout. Et en fait, on a 90% compris. Et les 10%, c'est qu'est-ce qui va se passer, bon sang. Donc c'est ça qui donne vraiment envie sur cette dernière partie-là. Après, j'aime beaucoup aussi les mini-passages d'humanité qui essayent de contrebalancer avec toute la monstruosité de certaines scènes et de certaines choses qui donnent froid dans le dos. La scène que je disais avec le chasseur, etc. Enfin, le chasseur, celui qui a appris Tenma à tirer. Il y a, comme on a dit, plein de passages non traités qui n'impactent, en tout cas qui par rapport à ce qu'on est en train de raconter, n'ont pas plus d'impact, même si ça permet de bien plus comprendre en détail toute l'œuvre. Mais au global, il y a vraiment plein de personnages, plein de choses à voir et à suivre. Et en termes d'arc ou de passage, oui, je dirais c'est surtout la révélation et tout l'enchaînement en fait entre le fameux La Villa des Roses, les Trois Grenouilles et le fameux livre qui va donner en fait toute l'essence même du manga et qui va enfin permettre la conclusion en fait. C'est ce qui permet vraiment la conclusion et c'est pas la conclusion qui permet le manga en fait. C'est assez fluide. Voilà pour un peu toute cette partie-là. Est-ce que tu as des personnages en particulier préférés et pourquoi? Moi, je l'ai déjà dit au fur et à mesure. Grimmer, j'aime bien le personnage. J'ai un peu déjà expliqué pourquoi. Sinon, Anna, je trouve le personnage fou parce que au début, le personnage n'est pas très approfondi. On sait pas trop. Enfin, on pense qu'elle est toute naïve et tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'elle est vraiment le cœur de l'histoire. Et donc ça, c'est assez fou. Et sinon, autre personnage aussi que je trouve fou, c'est Bonaparte parce qu'en fait, on se rend compte qu'il est à l'origine de tout ça. Donc c'est clairement lui le responsable de la naissance du monstre et tout ça. Et pourtant, lui-même a eu des regrets et le regrette et est même prêt à mourir à la fin pour ça. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'est pas si...
enfin pas si méchant non plus. En fait, il a des regrets. Enfin, il a des regrets. Et en fait, c'est un homme aussi. Et donc, en fait, on se rend compte que tout ça, toutes ces tueries de masse et tout ça, bah, il y a pas, on n'arrive pas à savoir à la toute fin qui est le responsable. Même, enfin, même si on a des responsables, il n'y a pas de vrai méchant, quoi. C'est ça que Ouais, alors je veux reprendre aussi sur ça. C'est une des forces du Urasawa, du coup, c'est que chaque monstre a sa part vraiment d'ombre, mais aussi de lumière, entre guillemets. Chaque personnage, on va les voir avec certaines faiblesses ou certaines parts qui peuvent être bien plus mal, entre guillemets. Et il y en a vraiment, entre guillemets, deux qui incarnent vraiment l'opposé. Donc c'est mes deux personnages préférés, qui sont vraiment Tenma et Johan, où on a vraiment essayé de faire en sorte que Tenma, malgré toutes les possibilités de passer du côté mal, ou en tout cas d'avoir des mauvaises actions, essaye, quoi qu'il arrive, d'être toujours bon, à l'inverse d'un Johan qui s'enfonce au fur et à mesure de plus en plus dans la monstruosité et le fait enfin, tous ces actes ont pour but au final d'éradiquer, ou en tout cas d'être mauvais envers les humains via ce qu'il a vécu au fur et à mesure de tout ce qu'il a. Là où d'autres personnages comme notamment Bonaparta qui ont des regrets, ou Grimmer qui malgré quand tu deviens une bête féroce, même si c'est pour sauver, c'est via les atrocités qu'il a vécues. Et même on n'a pas parlé, mais amener le petit voleur avec qui il est Tenma. Il y a plein de personnages qui ont toujours leur part d'ombre, mais les deux seuls qui représentent vraiment la lumière, le bien, c'est Tenma, et le mal et l'obscurité, Johan, même s'ils sont totalement confrontés pour que l'un transparaisse sur l'autre et inversement. Donc c'est pour ça que ça fait partie de mes deux personnages préférés. À l'inverse, vos personnages qu'on a le moins aimé, entre guillemets détesté, il n'y a pas vraiment de personnage détestable, mais pour toi? Ouais, alors moi, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Eva, donc la première fiancée de Tenma, mais c'est un personnage assez récurrent qui vient témoigner contre Tenma parce qu'elle l'a quitté, tout ça. Donc ça, on n'en a pas trop parlé, mais il y a toute une histoire parallèle encore, donc vous pouvez aller voir la série ou la lire. Vraiment, vous découvrirez plein de choses encore. Hein. Et du coup, elle, je la trouve pas foliche, quoi. Sinon, le commissaire de police, là, Runge, qui est pas... En fait, il est hyper important dans l'histoire. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, il y aurait plein de choses qui se passeraient pas. Et il est aussi... Enfin, son retournement de veste est quand même pas mal. Mais je le trouve un peu trop accentué dans le sens où c'est vraiment l'archétype de l'inspecteur pragmatique sans émotion qui va toujours être sur le dos de Tenma. Voilà. Après, il est là, c'est son rôle aussi, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, je le trouve moins profond, quoi. Ouais, je sais pas, pour toi. Alors, il y a du Eva parce qu'en fait, ça fait vraiment la meuf avide d'argent qui se fait avoir qui au final quitte Tenma parce que il n'est plus ce qu'il devrait être, un neurochirurgien extrêmement réputé, etc. Et qu'elle était là juste pour, au final, son argent, enfin en tout cas sa réputation, même si c'est très vite et très rapidement nuancé. Plutôt pas très vite et très rapidement, mais plutôt rapidement, elle le nuance en disant qu'elle a toujours eu quand même des sentiments pour lui, qu'elle va le sauver à plusieurs reprises, et inversement, il va surtout la sauver à plusieurs reprises, qu'elle a été là aussi dans plusieurs scènes clés. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a toute une histoire presque parallèle. Mais pareil, je dirais pas détester, vraiment, c'est moins aimé parce qu'elle est effacée, elle a juste un second rôle. Et on a un peu le côté, pas détestable, parce qu'on a vraiment le côté de la meuf vénale au début, et qui est assez adoucie. Et Runge, je dirais que c'est un peu différent, dans le sens où je comprends le fait qu'il est un peu moins aimé, parce que c'est vraiment vraiment méthodique, au point où tu dis, c'est sûr et certain, en tout cas de notre point de vue spectateur, on sait que Johan existe vraiment, alors que dans la vraie vie du manga, dans l'œuvre, dans la diégèse de l'œuvre, tout porte à croire que c'est vraiment Tenma, et donc que Runge vise bien entre guillemets depuis le début, ce qui fait que oui, il est moins aimé pour le spectateur, mais par contre il a une place primordiale dans le manga. Des passages que tu as préférés en particulier?
Ouais, je dirais comme d'hab, je dirais le moment où on découvre le passé de deux enfants, quoi. Quand Wolf dit comment il a trouvé le prénom de Johan, ou même quand Anna révèle, enfin quand elle a le flashback sur le fait que en fait c'est elle qui a tout vécu, parce que pendant un moment, enfin peut-être pendant 1 ou 2 tomes, on se dit mais qui c'est qui a été traumatisé en fait, Anna ou Johan, on sait pas, ça met le doute parce que au final Anna elle a les vrais flashbacks du 511 Kinder a aimé tout ça et on se dit mais en fait c'est Johan normalement qui a ces souvenirs là, c'est bizarre, on se dit presque que c'est de la science-fiction parce qu'ils ont des souvenirs liés et tout ça, et en fait non pas du tout, c'est juste elle qui a tout vécu. Et là le moment où on apprend ça, moi je trouve que, enfin perso je m'y attendais pas du tout, mais voilà. Après toi je sais pas, est-ce que Je pense que pareil, ça va être le même. Il faut savoir surtout à quel point le passage est très bien foutu. C'est que il y a des prémices à tout ça. À un moment donné, Johan commet des meurtres en s'habillant comme Anna. Parce que comme c'est des jumeaux, ils se ressemblent beaucoup. C'est juste la différence se fait surtout sur le teint et les cheveux. Donc il y a vraiment un moment donné où il se grime pour se faire passer pour Anna. Et donc ça nous donne déjà ces petites prémices en disant... Anna c'est Johan ou Johan c'est Anna, est-ce que les deux existent vraiment, est-ce qu'il y en a un seul qui existe et les deux et en fait Johan se fait passer pour Anna et inversement, on n'arrive pas à savoir. Même à un moment donné j'ai eu le doute en me disant en fait Anna c'est Johan ou inversement Johan c'est Anna, et que en fait il joue le double rôle avec Thelma, etc. Et en fait c'est tout expliqué comme on a dit, c'est au moment où il y a le flashback et que Anna c'est elle qui a vécu tout, et en fait ils ont été vraiment eux aussi fait en sorte que les deux ont dû s'habiller pareil. Donc on a vraiment toute cette révélation qui fait que oui, ça reste un des passages les plus fous. Il y en a d'autres qui sont plus doux, plus durs à lire, etc. Mais celui-ci est l'essence même du manga qui fait qu'on a le twist, même s'il y en a plusieurs, il y en a plein de twists, mais c'est vraiment un des passages particuliers à comprendre et qui rend encore plus la fin haletante. Du coup, on arrive à cette fin, et notamment la satisfaction vis-à-vis de ce manga. Est-ce qu'il te satisfait? Est-ce qu'il t'a plu? Bah évidemment, moi c'est un de mes mangas préférés, quoi. Après je trouve que c'est une des meilleures approches pour découvrir l'auteur, Urasawa, mais je peux que conseiller les autres pour le reste. Et personnellement, je trouve que c'est un des seuls auteurs qui me fait ressentir des frissons pendant la lecture. C'est que c'est hyper rare quelqu'un qui fait passer autant d'émotions juste avec des dessins et des textes, quoi. Tu te dis, mais comment il y arrive Genre, j'ai presque autant d'émotions que quand on va voir un film d'horreur au cinéma, quoi. Donc, moi, perso, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, en tout cas, cette série. Je sais pas pour toi. Oui, alors c'est surtout la période où on va dire les seinen sont rentrés un peu plus en moi, parce que c'est dans la foulée j'avais fait du coup Berserk et Vinland. Je vous invite surtout à les réécouter ou écouter pour ceux qui viennent de nous découvrir notre premier podcast sur Vinland Saga. Donc c'est un des premiers gros seinen et thrillers à lire, et surtout oui, il y a vraiment ce côté où Urasawa il n'y a pas de... Comme c'est pas... ça, par rapport à d'autres mangas, de shonen, etc., très folklorique, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien. C'est vraiment juste des humains et une histoire d'humains, fait que ça fait encore plus froid dans le dos, où les sensations et les émotions sont encore plus fortes, parce que c'est quelque chose qui pourrait se passer dans la vraie vie, là où, bon, bah... Je cache pas que faire des Kamehameha, j'aimerais bien en faire, mais c'est pas possible, quoi. Mais voilà, oui, évidemment, c'est un excellent manga. On peut que vous conseiller d'aller le lire. Il est assez incroyable. Et même si vous voulez, entre guillemets, pas le lire parce qu'il est assez conséquent, allez voir l'animé. L'animé est excellent. Il est sur Netflix. Il fait que 74 épisodes. Ce qui est pas trop mal pour un très, 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 très bon animé. Et surtout, bah, il est incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. 母さんは僕を助けようとしたの？僕と妹を間違えたの？どっち？ Et enfin, on va finir avec les recommandations traditionnelles par rapport à un peu en relation avec ce manga-là. Moi, je peux que vous conseiller l'auteur avec ses autres thrillers,
Donc il y a 20th Century Boys et Billy Bat. Moi, Billy Bat, c'est mon manga préféré, tout confondu. Voilà, c'est dit. À savoir que l'auteur, il a fait aussi Yawara, Happy, qui sont des très bons mangas, mais qui sont pas des thrillers, donc c'était plus à ses débuts, donc peut-être un peu moins dans le même style. Et en ce moment, Asadora qui est en train de sortir, donc il n'y a pas encore beaucoup de tomes, donc je vous invite vraiment à le lire. Voilà, sinon il y a un de ses assistants qui commence à se lancer tout seul, qui a sorti Terukan Boys, qui est un one-shot et qui ressemble un peu dans la même veine de Urasawa. Bon, c'est évidemment beaucoup moins prenant que Monster, mais qui est quand même très bon. Et en ce moment, il y a l'artbook Man Men qui vient d'être réédité en français, donc à 25€, qui est très bien pour avoir un bel artbook de Urasawa. Et sinon, je dirais en ce moment, il y a Chasse au cadavre qui vient de débuter. Et en plus, je vous invite à l'acheter parce qu'il faut soutenir la nouvelle ligne éditoriale de Saka qui reprend un petit manga. Et donc, voilà, c'est un nouveau manga qui ressemble un peu à du Urasawa, même si c'est pas du tout le même auteur. Voilà. Je sais pas. Ensuite, qu'en est-il de toi ? Oui, alors, ce sera pas de l'auteur, mais ce sera pareil un thriller. Je pense que c'est celui que je donne le plus souvent pour les néophytes, les personnes qui ont pas du tout encore... Non, néophytes, oui, c'est ça. Qui ont lu très peu de mangas, qui en ont même pas vu, enfin pas lu, et qui ont très peu vu d'animé. Évidemment, ce sera le bon Death Note. Alors, pourquoi ? Déjà, c'est un des premiers que j'ai lu et vu, surtout vu. Et c'est surtout pourquoi je le conseille, parce que c'est vraiment le côté thriller avec un peu de côté pouvoir. Donc ça introduit un peu plus sur le côté manga. C'est assez court, 37 épisodes. Et surtout, c'est ultra prenant. Rien que les 2 premiers épisodes, on a vraiment envie de connaître la suite. Pas la suite. Et surtout, il prend un peu des concepts de Monster, notamment sur le bien et le mal. Et là, il est beaucoup plus tourné sur le côté autour de la justice, et notamment dans Death Note, la justice divine. Hein. Pour le topo, c'est un lycéen qui découvre un livre sur lequel, lorsqu'il écrit un des noms, il peut tuer n'importe qui et en donner les conséquences. En donner les conditions, de ce meurtre. Et de cet assassinat, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas, il peut tuer n'importe qui avec ce livre. Et faut savoir que déjà l'animé comme le manga, mais en tout cas allez le voir déjà pour ceux qui connaissent pas, plutôt que de se lancer dans les mangas en n'étant pas sûr, c'est très haletant. On s'arrête pas, on a constamment envie de connaître la suite, et on se pose surtout cette question: si un gars a le pouvoir de tuer n'importe qui sur Terre, mais qu'il l'utilise uniquement pour tuer des criminels, est-ce qu'il serait considéré comme la justice ou le mal absolu? Donc il y a ces préceptes un peu qu'on retrouve un peu chez Urasawa avec la notion de bien et de mal, et le fait que est-ce que chaque vie a une importance ou non. Et donc vraiment, je peux que vous inviter à aller lire ou regarder Death Note, qui est très bien foutu dans le côté thriller et dans le côté de toujours avoir envie de suivre et de connaître la suite, comme un Monster qui, lorsque vous finissez un tome, vous avez juste envie de bouffer l'autre, alors qu'un tome, c'est quand même 500 pages. Sur ces belles paroles, des bons bisous, on vous laisse, et à une prochaine fois. Lucas, un dernier mot ? C'était trop cool, et puis j'espère en refaire un vite. Voilà. Merci, bisous les loulous. She